Parfait. Bon, bonjour à tous, du coup, et ravi de vous retrouver pour la dernière vidéo avant les vacances. Donc, j'espère que tout se prépare bien de votre côté, que tout va bien, que vous avez prévu de bien manger, de vous retrouver en famille. Donc aujourd'hui, on va parler de déprime ou dépression. On est accompagné d'Isabelle, que vous connaissez déjà, je pense, tous. Donc cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Homme Transition et Adaptia. Elle est financée par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Comme d'habitude, j'assisterai Isabelle s'il y a le moindre souci technique. Et puis voilà, on veillera à faire une sorte de petite modération des questions s'il y en a pendant la conférence. Et puis, comme d'habitude, on consacrera quelques minutes à la toute fin pour ouvrir les micros, les caméras et pouvoir échanger tous ensemble. Voilà. Très bien. Isabelle, je vous laisse prendre le contrôle du coup sur Oui, les diapos. alors je comprends. Enfin, bonjour à tous déjà. Excusez-moi, mais j'ai un petit problème technique, c'est que je vois que je passe directement de la diapositive 3 à la diapositive 5, pardon. Alors... Ah, vous voyez pas la 4? Non. Alors, je la vois, moi. Alors, attendez, je vais essayer de arrêter de partager et repartager. On va voir si ça marche. Parce que moi, je l'ai. Alors, Pas du tout celle-là. Désolée. Allez, hop. Voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne. Oui. moi, je n'ai pas encore. Ouais, ça charge. Toujours un peu long. Ah, ça y est. Ah, on va voir. Voilà. Ah, c'est bizarre. Ouais. En fait, elle est grisée. Alors oui, moi je ne l'ai pas. Est-ce que Alors, là, vous la est-ce que voyez vous pas à pouvez l'écran? prendre le contrôle, voir si vous parvenez Là, à la là, j'ai le mettre? contrôle. Est-ce que vous voyez là ce qu'il y a à l'écran? Parce que moi, je la Alors moi, vois ce sur mon que autre je vois appareil. les intervenants, mais je ne vois pas la. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que les gens dans le chat pourraient nous dire ce qu'ils voient à l'écran? Parce que moi, sur mon autre appareil, je vois bien la dépression des seniors pas si rare avec le diagramme. La dépression des seniors pas si rare, ouais, donc je suis pas la seule. Et et Ah, Isabelle, et vous moi, voyez juste les intervenants. je vois juste les intervenants. Alors, regardez, avec les petites flèches qui sont en dessous, normalement, vous pouvez Oui, les revenir. diapositives 3 et 4. Ben, en fait, quand je clique sur l'avancée des diapositives, je vais directement à la 5. C'est fou. Ouais. Alors, Bon, cela ou est. sinon, bah alors si c'est que... Et les autres, vous les voyez toutes correctement? Ben, je vais regarder. Oui, a priori, oui, oui, c'est bon. Ok, bah à la limite, si vous voulez, je garde le contrôle sur celle-là. Est-ce que vous avez quand même les... Oui, 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 tout à fait. Bah à la limite, Enfin, dès que vous voulez passer à la 5, vous me dites, je passe à la 5 et après, vous prenez le contrôle à ce moment-là. alors, on va voir effectivement, et donc vous avez le diagramme sous les yeux. On voit que la dépression n'est pas si rare chez les personnes de plus de 50 ans. Hein. Ça, c'est la dernière part, enfin la part tout à fait à droite du schéma. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Et ce qu'on observe également, c'est que la dépression a évidemment énormément augmenté chez les plus jeunes. Euh, Elle a augmenté chez tout le monde en réalité depuis 2005, avec une nette augmentation ces derniers temps et notamment après le Covid, pendant et après le Covid, chez les moins de 20 ans, les moins de 25 ans. Mais toutefois, on voit quand même que la dépression n'est pas rare chez les plus de 50 ans. On évalue à peu près à 15% hein, l'incidence de la dépression chez cette tranche d'âge, avec une augmentation à 20%, autour de 20%, dans la première année d'institutionnalisation chez les personnes qui entrent en EHPAD. Alors, il faut quand même souligner qu'en moyenne, dans 40% des cas,
sous-diagnostiquée, la dépression, chez les plus de 65 ans. Pourquoi? Alors, parce que souvent, la faute revient à nos représentations de la vieillesse, y compris chez les médecins généralistes d'ailleurs, et parce qu'on se dit, bah oui, c'est un peu normal d'être déprimé lorsqu'on commence à prendre de l'âge, qu'on a un peu des douleurs qui apparaissent, etc. Ce qui n'est pas vrai en réalité. Une étude récente, toute récente de l'AGIC-ARCO, donc la caisse de retraite, montre que chez les 65-79 ans, le niveau d'épanouissement évalué par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de votre vie, eh bien, les seniors donnent une note de 6,5 sur 10 à leur qualité de vie. Et c'est bien plus important que sur les autres tranches d'âge. Donc on voit bien que c'est pas du tout une fatalité d'être déprimé quand on prend de l'âge. Alors, ça y est, j'ai de nouveau la diapositive. Bon, maintenant, on va faire un petit test pour voir. Alors, c'est un test rapide pour voir à peu près où vous en êtes, vous, par rapport à la dépression. Évidemment, ce n'est pas du tout un test diagnostique. Évidemment, on ne va pas vous dire à la suite de ce test de 4 questions si vous êtes dépressif ou non. Mais ça donne une petite météo, on va dire, de votre humeur. Alors, si vous voulez Isabelle, bien... je vous laisse juste prendre le contrôle. Comme D'accord. ça, comme ça, Vous êtes l'avez autonome. le Ouais, test sous les nous yeux. c'est parfait, D'accord. parfait. Merci. Donc, on va faire ce petit test ensemble, si vous voulez bien. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon, ou de noter dans votre tête. Enfin, voilà. Donc, il suffit de répondre par oui ou par non aux questions que je vais vous poser, aux questions que vous avez sous les yeux. Alors, pas forcément en réfléchissant à ce que vous ressentez tout de suite, là, maintenant, ni de ce que vous avez ressenti dans l'ensemble de votre vie, mais ce que vous avez senti, mettons, dans la semaine qui vient de s'écouler. Dans la semaine qui vient de s'écouler, est-ce que vous vous êtes senti souvent découragé et triste? Alors, vous répondez par oui ou par non. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Pareil, vous répondez par oui ou par non. Êtes-vous heureux ou heureuse la plupart du temps? Même type de réponse, oui ou non. Et avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? Là aussi, vous répondez par oui ou par non. Je vous laisse une petite minute d'intériorisation pour essayer pour répondre à ces questions. Puis après, on va voir ensemble les résultats de ce petit test. Alors, je pense que vous avez eu le temps de répondre. On va passer aux réponses. Alors, si vous avez répondu oui à la question 1, vous comptez 1. Donc, la question 1, c'était, je vous le rappelle, on va retourner à la question. Vous sentez-vous souvent découragé et triste? Donc, si vous avez répondu oui, vous comptez 1. Si vous avez répondu non, vous comptez 0. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Si vous avez répondu oui, vous comptez 1. Si vous avez répondu non, vous comptez 0. Êtes-vous heureux la plupart du temps? Si vous avez répondu oui, vous comptez 0. Si vous avez répondu non, vous comptez 1. Et ensuite, la question numéro 4, si vous avez répondu oui, vous comptez 1. Si vous avez répondu non, vous comptez 0. Et donc, si le score était supérieur ou égal à 1, eh bien, il y a une probabilité de dépression. Si le score est égal à 0, il y a une forte probabilité d'absence de dépression. Mais encore une fois, il ne s'agit pas là d'une affirmation. On ne vous dit pas « vous êtes dépressif », mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer de réfléchir ensemble. On va voir l'ensemble des symptômes, de réfléchir un petit peu si vous avez des symptômes qui vous parlent dans les symptômes qu'on va voir ensemble, et puis éventuellement peut-être d'aller en parler avec un médecin. Donc, nous allons voir donc tous les symptômes de la dépression. Alors, d'abord, il y a la tristesse. C'est vrai que c'est un symptôme qui est très
évidemment qu'on connaît bien, hein, c'est le premier symptôme auquel on associe la dépression, la tristesse. Alors, sauf que chez les plus de 65 ans, ce qui est un peu particulier, c'est que justement, la tristesse n'est pas toujours présente. On va avoir d'autres symptômes qui vont être beaucoup plus présents que la tristesse, les larmes, les pleurs, surtout le matin. Bon. Ensuite, il y a les idées noires. Alors, les idées noires, c'est avoir envie d'en finir, par exemple. Alors, c'est très important d'y faire attention parce que c'est vraiment un symptôme majeur de la dépression, avec en plus un risque, puisqu'on sait bien que le risque de la dépression, c'est le passage à l'acte suicidaire. Donc, si vous avez autour de vous quelqu'un qui vous parle d'idées noires, qui vous parle qu'il a envie d'en finir, eh bien, il faut prendre ça très, très au sérieux et l'inciter à consulter au plus vite parce que il y a vraiment un risque de passage à l'acte et pas se dire, comme on a souvent l'habitude, ah bah, s'il en parle, c'est bon signe, c'est qu'il ne va pas le faire. Ben non, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui ont vraiment décidé sérieusement de mettre fin à leur jour, elles en parlent, elles organisent les choses et donc c'est important de voir en fait ce qui est en train de se passer et d'aider la personne, de la faire parler autour de ce qu'elle ressent, autour de comment elle voit les choses, comment elle envisage justement ce passage à l'acte et l'inciter à consulter, à se faire traiter, puisqu'on verra, il y a des traitements qui existent pour cette maladie dépressive. Autre symptôme de dépression, le refus de s'alimenter, de prendre des médicaments, de la négligence, c'est-à-dire on prend moins soin de soi. On a aussi le sentiment que rien ne vaut la peine, c'est-à-dire c'est vraiment le à quoi bon se lever le matin, à quoi bon faire ceci, à quoi bon faire cela, de toute façon rien ne vaut la peine de rien. Ensuite, ce qu'on peut rencontrer également, c'est le sentiment d'indignité. C'est-à-dire que non seulement rien ne vaut la peine, mais en plus, moi, je ne vaux plus la peine je ne vaux plus rien non plus. Donc, c'est pour ça qu'on va voir aussi qu'il y a du retrait social, c'est-à-dire que les personnes déprimées peuvent se dire, par exemple, je ne suis pas intéressant, donc c'est même pas la peine que j'aille voir les autres, c'est pas la peine que les autres viennent vers moi, puisque qu'est-ce que je vais avoir à leur dire, je vais rien leur apporter. Donc ça, c'est aussi un facteur de dépression. Ensuite, on a donc le retrait social, je viens d'en parler, les douleurs diffuses et inexpliquées, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on vieillit, on a tous un peu mal partout. On peut avoir souvent on a de l'arthrose et ça, voilà, on a des signes tout à fait, on a de l'imagerie médicale qui nous montre qu'effectivement il n'y a plus de cartilage à tel et tel endroit et on a une explication rationnelle aux douleurs qu'on ressent. Mais dans les douleurs qui sont liées à la dépression, eh bien là, on a des douleurs qui ne sont pas vraiment expliquées, qui peuvent un jour être à la tête, après dans le dos, après dans les jambes, après voilà. On ne sait pas trop d'où ça vient, il n'y a pas vraiment de signes radiologiques qui vont pouvoir expliquer ces douleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, parce que quand on dit c'est dans la tête, avec un côté un peu méprisant d'ailleurs, eh bien, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que ces douleurs sont d'origine psychologique, enfin peuvent être d'origine psychologique, qu'elles font pas mal. Ce sont de vraies douleurs qui doivent être prises en compte, qui doivent être prises en charge. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, on peut avoir également des troubles du sommeil. Des troubles de sommeil, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à s'endormir, ou on va se réveiller au milieu de la nuit et on ne va pas réussir à se rendormir. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez symptomatique de la dépression. La perte d'appétit. Alors, ça peut être la perte ou la prise d'appétit. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a... D'ailleurs, je l'ai inscrit un peu plus loin. Dans la dépression, on peut avoir des pertes ou des prises de poids, c'est-à-dire que soit on n'a plus du tout envie de manger, voilà, on se désintéresse de la nourriture, soit au contraire,
on va se jeter, entre guillemets, sur de la nourriture un peu grasse, un peu sucrée, etc., qui va faire grossir. Donc, de la même façon, on peut avoir l'arrivée d'addictions, ou en tout cas, ou l'aggravation d'addictions. C'est-à-dire qu'on va augmenter sa consommation de médicaments, augmenter sa consommation d'alcool, augmenter sa consommation de tabac. Ça, c'est aussi un signe de dépression. On peut avoir une fatigue permanente aussi, l'impression alors, ça aussi, c'est important d'en parler parce que il y a quelque chose qu'on entend assez souvent, notamment dans l'entourage des gens déprimés, ou même chez les déprimés eux-mêmes. Ah ben, secoue-toi, allez, vas-y, te laisse pas aller, faut pas s'écouter, allez, vas-y, sors, vois du monde. Mais en réalité, quand on est vraiment dans une phase dépressive, ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment que, vous savez, quand on remonte un escalier mécanique à contresens, bah, c'est un peu ça l'impression des gens qui sont en train de vivre une dépression. C'est-à-dire que tout est compliqué, tout est difficile, tout est une montagne. Et ce n'est pas de leur fait, ce n'est pas un manque de caractère, c'est la maladie dépressive qui fait ça. Donc c'est vraiment important de ne pas en rajouter, j'allais dire, dans justement le sentiment d'indignité et de ne rien valoir, en appuyant en fait sur ce symptôme-là, en disant mais tu n'es pas capable de. Ben c'est voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Effectivement, comme vous le dites, Nathalie, je vois effectivement, c'est on ne peut pas. Alors quelque chose qui est aussi qu'on remarque dans la dépression, c'est l'irritabilité. C'est-à-dire que bah, on a un peu l'impression d'être comme écorché, comme à vif, et donc tout irrite. Tout est une montagne, mais aussi tout peut venir nous déranger, enfin, c'est pas nous déranger, mais nous agresser en réalité. Et donc, par rapport à cette agression, bah, il y a un mécanisme de défense, c'est l'irritabilité. On devient un peu, on réagit, on surréagit un peu à tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui va être notamment présent chez les personnes âgées. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que chez les plus de 65 ans, la dépression n'est pas forcément associée à la tristesse, mais elle est souvent en revanche associée à l'irritabilité et puis aussi à l'impression d'être victime de vol ou de malveillance. C'est-à-dire, comme on perd confiance en soi, on perd l'estime de soi et en plus, on a l'impression parfois de perdre ses capacités. Hein, il y a aussi des pertes de mémoire, par exemple, dans la dépression. Eh bien, on se sent plus vulnérable. Et comme on se sent plus vulnérable, on a plus peur, justement, d'être victime des autres. Et donc, les autres deviennent peu à peu plus menaçants. Voilà. Donc, voilà pour les symptômes. Alors, évidemment que si vous avez ces symptômes, voilà, une journée, une fois dans la journée, qu'il n'y en a qu'un et que c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas forcément une dépression. En revanche, de la même façon, si vous vous sentez triste, si vous avez un coup de cafard, ben, c'est normal, tout le monde connaît ça et il n'est pas question de mettre à distance ses émotions. C'est normal d'être triste à un moment, il fait pas beau, on se sent un peu morose, etc. Bon, ça, c'est la météo normale de nos émotions. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est d'avoir plusieurs de ces symptômes pendant une longue période, pendant plusieurs semaines par exemple, que ça s'installe, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir remonter la pente. Là, à ce moment-là, eh bien, on peut commencer à parler de dépression, et là, c'est important de pouvoir, on en reparlera tout à l'heure, de pouvoir en parler à un médecin. Alors maintenant, on va regarder ensemble les facteurs de risque. Parce que ben, les dépressions, ça n'arrive pas n'importe où, n'importe comment et à n'importe qui. Ça veut dire que tout le monde peut être touché par la dépression, bien sûr. Mais il y a certains moments dans la vie où on est plus vulnérable, en fait, à la dépression. Alors, on va commencer par le deuil.
c'est normal de se sentir triste après la perte d'un être cher. Et la tristesse, encore une fois, c'est pas une maladie. Mais quand la tristesse se prolonge trop et que justement sont associés à cette tristesse les symptômes dont je viens de parler, c'est-à-dire la perte d'estime de soi, le sentiment que rien ne vaut la peine, ce manque d'énergie, ce manque d'aller vers, enfin voilà, quand on perd cette énergie vitale, quand on a l'impression d'être mangé de l'intérieur et que ça s'installe, c'est-à-dire que évidemment que lorsqu'on perd son conjoint par exemple et qu'on a ce sentiment 3 mois, 4 mois après le deuil, on va pas, bien sûr, c'est normal d'avoir ces sentiments dépressifs. En revanche, si on a toujours ce sentiment qui nous empêche de vivre en fait, hein, vraiment qui empêche de vivre 2 ans, 3 ans après, là, pareil, on peut commencer à se poser des questions et voir si on ne peut pas se faire aider. Euh, Autre facteur de dépression, le déménagement. Surtout lorsqu'il n'est pas choisi. On a vu tout à l'heure qu'on avait environ 20% des résidents en EHPAD qui, lors de la première année d'institutionnalisation, entraient en dépression. Bon, c'est typiquement, effectivement, le cas d'un déménagement qui n'est pas toujours choisi, ce déménagement en maison de retraite. Donc, c'est vraiment important, dans ces moments-là, d'être au clair sur pourquoi on y va et d'associer le plus possible la personne à ce changement de situation, à ce déménagement, puisque c'en est c'est un changement de domicile, et un changement de domicile violent, parce que on passe d'un environnement où on a ses habitudes, où il y a de la mixité sociale, de la mixité d'âge, etc., à un environnement où la moyenne d'âge, c'est 84 ans. Les personnes sont plutôt, les personnes qui nous entourent, nos pères, c'est-à-dire ceux qui sont comme nous, sont plutôt âgés et plutôt dans un état cognitif ou somatique qui est un peu difficile. Donc, ça nous renvoie quand même une image de nous-mêmes qui est quand même très difficile. Donc, c'est vrai que cette entrée en EHPAD, c'est un passage qui peut être extrêmement douloureux. Alors, pas toujours, pas toujours. Quand il est choisi, quand c'est la personne elle-même qui se dit « Bon, moi, je me sens plus en sécurité chez moi, je préfère être en collectivité, je préfère qu'il y ait quelqu'un pour veiller sur moi. » Bon, dans ce cas-là, on n'a pas forcément justement ce symptôme dépressif qui arrive à l'entrée en maison de retraite. Bien sûr, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même, même si ça peut être douloureux de quitter sa maison, etc. Mais il n'y a pas ce passage dans la dépression. Et de la même façon, dans les moments d'institutionnalisation, la dépression peut même déboucher sur ce qu'on appelle les syndromes de glissement, qui touchent environ 4% des personnes en institution, et qui est en fait une dépression extrêmement grave qui s'installe et qui conduit à la mort. C'est-à-dire que la personne non seulement refuse de s'alimenter, mais ne parle plus, se replie sur elle-même, s'alite, ne bouge plus de son lit, etc. et finit par mourir. C'est vraiment ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Donc, voilà pour le déménagement. Autre facteur de risque, la maladie somatique invalidante, c'est-à-dire que d'un seul coup ou de façon progressive, découvrir qu'on n'est plus capable c'est-à-dire voir ses capacités diminuer, se sentir de plus en plus vulnérable, etc. Tout ça constitue des facteurs de risque d'entrer en dépression. Alors, évidemment, pardon, tout le monde ne va pas vivre ça de la même façon. Donc c'est un peu en fonction de chacun, en fonction de ce qu'on a pu vivre aussi dans des périodes antérieures, de ce qu'on a même pu vivre petit, puisqu'on sait aussi que la dépression s'installe plus volontiers chez des personnes anxieuses déjà, et chez des personnes qui ont vécu des épisodes de la maltraitance, par exemple, ou des traumatismes dans leur enfance. Donc, voilà, on n'est pas tous égaux devant ces facteurs de risque, mais ce sont des facteurs de risque qui le sont pour tout le monde quand même.
Donc la maladie somatique est un facteur de risque. L'isolement aussi est un facteur de risque, c'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que on parle, parce que vous pouvez trouver ça bizarre, peut-être qu'on parle de dépression dans une période de fête de fin d'année. Eh bien, justement, c'est vrai que cette période festive peut, euh, peut favoriser en quelque sorte la dépression parce que précisément, elle va en creux mettre le doigt sur notre isolement, sur des problèmes familiaux, sur des problèmes de relations, sur le fait qu'on est seul, sur le fait que, je sais pas, on ne s'entend pas avec ses enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est une période qui est un peu plus à risque. Alors, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une période à risque sur le plan des suicides, mais c'est vraiment une période un peu plus à risque sur le versant de la tristesse, de l'estime de soi, etc. Donc, l'isolement, c'est un facteur de risque. La précarité aussi, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que avoir des difficultés financières, être tout le temps obligé de compter, s'apercevoir qu'on ne peut plus faire, qu'on est sans arrêt en fait limité dans ses activités, dans ses envies, etc. Eh bien, ça peut être aussi un facteur de risque parce que la précarité, c'est aussi un facteur d'isolement. Donc, voilà, c'est aussi un facteur de risque. Être aidant aussi, c'est un facteur de risque parce qu'on s'aperçoit dans les études qu'il y a un taux qui est 3 à 5 fois plus élevé de dépression chez les aidants par rapport à la population générale. Et 40% des proches aidants signalent des problèmes de dépression ou de morosité. Ça, c'est des études qui ont eu lieu assez récemment. Alors, ensuite, alors là, je parlais des fêtes, mais la saison aussi peut être un facteur de risque en elle-même. Alors là, le mécanisme est un peu différent des autres dépressions. C'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Elle touche environ une personne sur 10 et mais avec des inégalités géographiques parce que les personnes qui sont le plus au nord sont plus touchées que les personnes les plus au sud. C'est-à-dire que de la même façon, sont plus touchées aussi les personnes qui travaillent à l'abri de la lumière, qui sortent peu. Eh bien, voilà. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, c'est mystérieux quand même, votre histoire. Eh bien, parce que précisément, ça a un lien avec l'exposition à la lumière. C'est dû à un manque de lumière. Alors pourquoi? Parce que quand nous sommes exposés à la lumière du soleil, les rayons du soleil, en fait, les UV viennent taper dans notre œil et viennent provoquer en fait la sécrétion d'hormones dans le cerveau. Deux hormones sont concernées, la mélatonine, et là, le manque d'exposition, le manque de sommeil va provoquer en fait une augmentation anormale, une hausse anormale de la fabrication d'hormones du sommeil de la journée, la mélatonine. Donc, on va avoir plus sommeil, on va être plus fatigué, on va être plus irritable, on va être plus morose. Et puis, une baisse de la production, alors là, on a vu, hausse de la mélatonine, et en revanche, une baisse de la production d'hormones du bien-être, qui est la sérotonine. Ça, c'est un neurotransmetteur qui permet, entre autres, la régulation du sommeil, de l'humeur et des comportements alimentaires. Donc là, on va avoir cette baisse de sérotonine qui va provoquer des symptômes dépressifs, donc de la boulimie, de la fatigue, de la morosité, de la tristesse, etc. Et donc, cette dépression, en général, elle dure jusqu'au printemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les jours rallongent, où la luminosité devient plus intense, eh bien, les symptômes disparaissent. Et on parle de dépression saisonnière lorsque la personne observe en fait ces symptômes, cet ensemble de symptômes pendant 2 années consécutives de
octobre, mettons octobre-novembre, jusqu'à mars-avril. Donc là, si vous avez ces 2 épisodes qui se répètent, bah, peut-être que vous souffrez de dépression saisonnière. Et effectivement, là, on va parler des traitements de l'autre dépression après, mais là, pour la dépression saisonnière, les recommandations actuelles sont une exposition quotidienne à une lumière de forte intensité. Alors, la lumière, elle se mesure en lux, hein, et c'est 10 000 lux par jour pendant 30 minutes, pendant 3 à 5 semaines. Et là, on voit des améliorations de ces symptômes dépressifs. Alors, vous savez, maintenant, je ne sais pas, vous avez peut-être vu ça, on vend des, des lampes des lampes lumière du jour, en fait, qui justement fournissent cette lumière de forte intensité. Mais c'est important en revanche, de pas s'auto-médiquer et d'en parler à son médecin, parce que, bon, quand même, le protocole est assez bien déterminé, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, hein, c'est 30 minutes par jour, pas plus, pendant 3 à 5 semaines, et il faut vraiment que la dépression saisonnière soit bien identifiée. Donc, c'est important d'en parler à son médecin. Alors, maintenant, on va voir qu'une dépression, ça se soigne. C'est-à-dire que c'est une maladie, et il ne s'agit pas encore une fois, hein, de se dire on se secoue, allez, on fait un effort. C'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas faire d'effort parce qu'on ne peut pas en fait faire autrement. Il y a vraiment quelque chose de chimique qui se joue dans le cerveau dans les épisodes de dépression, sévère ou modérée, mais enfin, en tout cas, avérée. Et donc, cette chimie dans le cerveau, il faut qu'elle soit prise en charge. C'est-à-dire, comme quand vous avez la grippe, il y a un microbe qui se met dans votre organisme et qui fait que la température monte, enfin, qui provoque un certain nombre de symptômes dans votre organisme. Eh bien, la dépression, c'est effectivement quelque chose qui va provoquer aussi un certain nombre de symptômes et qui peut se soigner, c'est-à-dire que ça peut se soigner avec des médicaments, c'est-à-dire que les médicaments, les antidépresseurs, etc. Alors, bon, je vais en reparler après, mais c'est vrai qu'il faut il y a un certain nombre de médicaments, de classes de médicaments qui existent actuellement pour venir à bout des troubles psychiques, que ce soit des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil, etc. Et donc, c'est important aussi de rencontrer quelqu'un qui connaît bien les médicaments. C'est pour ça que, bien sûr, les médecins généralistes peuvent prescrire, hein, et puis ils le font beaucoup, des antidépresseurs, mais parfois, ils ne connaissent pas forcément très bien les molécules. Alors certains oui, et d'autres moins bien. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à aller voir un psychiatre. Alors évidemment, tout de suite, on dit, oh là là, mon Dieu, un psychiatre, mais je ne suis pas fou. Non, bien sûr, vous n'êtes pas fou ou folle. Mais quand même, le psychiatre, c'est la personne qui connaît le mieux les maladies psychiques. Et la dépression, c'est une maladie psychique. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir poser un diagnostic, un bon diagnostic, et vous donner le bon médicament, et puis vous dire, ah bah si vous supportez pas bien telle ou telle molécule, bah, on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir ajuster le traitement, etc. C'est très important d'être avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, mais aussi qui sait très bien manier ces médicaments, ces molécules qui vont en fait modifier la chimie de votre cerveau. Mais les médicaments à eux tout seuls, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert, j'exagère, si, ça sert. Mais ce qu'on voit, en fait, ce que les études montrent, c'est que on se sort beaucoup mieux de dépression si on associe médicaments et psychothérapie. C'est-à-dire que c'est important aussi de parler de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire d'en parler à quelqu'un, de mettre ces symptômes dépressifs, cet épisode en fait, dans un contexte, il faut le replacer dans sa propre histoire. C'est le travail qu'on fait avec un psychologue, avec un psychanalyste. Alors, quelle est la différence entre un psychologue, un psychanalyste, etc. Les psychologues et les psychothérapeutes, surtout
s'ils sont formés aux thérapies brèves et comportementales, vont plutôt s'attacher à réduire les symptômes. C'est-à-dire qu'ils vont vous aider en fait à lutter par exemple contre la tristesse, contre les troubles de l'humeur, contre les troubles du sommeil, etc. Certains vont par exemple vous aider à pratiquer, enfin vous conseiller la méditation, enfin voilà. Les psychanalystes, eux, vont, ou les psychothérapeutes d'inspiration psychanalytique, en fait, vont plutôt vous aider à comprendre comment la dépression s'est installée, quel sens elle prend dans votre histoire. Voilà. Donc, ce sont deux approches qui sont différentes, mais l'idée, c'est en tout cas que vous fassiez quelque chose aussi de votre dépression, que vous redeveniez acteur aussi. Et c'est important parce que ce soit avec un psychologue, avec un psychologue qui fait des thérapies brèves ou avec un psychanalyste. L'idée aussi, c'est que finalement, justement, on va vous aider à redevenir acteur de ce qui se passe en vous, à mieux comprendre ce qui se passe en vous et aussi à reprendre en quelque sorte la main. Alors parfois, ça peut être un petit peu long, mais en tout cas, ça vaut le coup justement de ne pas faire que les médicaments, enfin de ne pas prendre que des médicaments. C'est aussi alors enfin, je reviens juste un moment sur cette histoire de médicaments. C'est aussi important d'en parler, enfin, d'avoir à la fois un psychiatre et à la fois un médecin traitant parce que, c'est vrai que quand on avance en âge, on prend souvent des médicaments, hein, on a souvent des traitements qui en eux-mêmes peuvent provoquer des symptômes dépressifs, on va dire. Ça, par exemple, ça peut être le cas des bêta-bloquants qui provoquent de la fatigue, par exemple. Euh, de la même façon, on a certaines maladies somatiques, comme les AVC, comme la maladie de Parkinson, etc., qui, parce qu'elles touchent des zones du cerveau particulières qui vont entraîner des dépressions. On le voit aussi à la suite d'accidents de traumatisme crânien, par exemple. Et donc, ben voilà, parler de ça avec un médecin, ça va lui permettre aussi d'évaluer votre situation somatique et puis aussi de penser aux interactions possibles aux interactions médicamenteuses possibles entre vos différents traitements. C'est-à-dire qu'on ne donne pas forcément les mêmes antidépresseurs ou les mêmes médicaments à des gens qui sont hypertendus ou à des gens qui sont déjà sous qui prennent d'autres traitements. Voilà. Et c'est important parce qu'on a quand même, dans la population générale, 32% des personnes qui ont présenté un épisode sévère de dépression qui ont déclaré n'avoir jamais eu recours à un professionnel de santé. Donc, et 24% quand même des interviewés, alors je ne sais plus quelle est exactement ces études, mais qui disent qu'il est risqué de se confier à leur médecin généraliste. Ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que si on se confie pas à son médecin, à qui on va pouvoir parler en fait de ces symptômes et qui est-ce qui va pouvoir nous aider à les prendre en compte. Donc c'est vraiment important de trouver un médecin avec qui on se sent suffisamment en confiance pour pouvoir parler de ça et surtout de ne pas être seul par rapport à ces symptômes. Alors là, je vous ai mis, si vous voulez la prendre en photo ou je ne sais pas, mais enfin en tout cas, je vous ai mis un certain nombre de plateformes d'écoute, de numéros de téléphone qui peuvent vous aider ou aider vos proches qui se sentent en difficulté, qui se sentent déprimés, voire qui se sentent sur le moment de passer à l'acte. Parce qu'encore une fois, le risque suicidaire, et c'est un risque dont il faut tenir compte dans les problèmes de dépression. C'est-à-dire que voilà, c'est le risque majeur de la dépression. Donc je ne sais pas si pour vous si je peux passer à la diapositive suivante. Voilà, je vais passer. Vous me direz s'il faut y revenir ou pas.
Alors, est-ce qu'on peut réduire les risques d'entrer en dépression? Alors, oui, en fait. Comment on peut faire? Bah, l'idée, c'est un peu de faire attention à soi et à sa santé psychique tout au long de la vie. Alors, comment on fait? Eh bien, d'abord, ce qui est important, c'est de cultiver les liens avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. C'est-à-dire que la relation avec les autres, ça se cultive. On a vu que l'isolement, c'était un facteur de dépression. Eh ben, voilà, cultiver le lien, ça permet de lutter, enfin de prévenir en tout cas les risques dépressifs. Alors c'est-à-dire que faut pas forcément attendre que les gens viennent vers vous. Alors quand vous allez bien, encore une fois, parce que une fois que la dépression s'est installée, enfin voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va pas vous dire allez vous inscrire au club de bridge d'à côté, parce que ben, ça va être pas à ce moment-là que vous aurez envie de faire ça et que vous serez en capacité de le faire. Mais tout au long de la vie, ben voilà, cultiver, aller vers les gens. Euh, N'hésitez pas à passer des coups de fil, des mails, une petite visite, une petite carte, c'est important. Ça montre que vous pensez aux gens et en retour, les gens vont penser à vous. C'est un peu bête comme chou, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que c'est important. Ce qui est important aussi tout au long de la vie, c'est de trouver des activités qui vous motivent, qui vous font plaisir, qui vous font sentir vivant. Ça, c'est important. Et utile aussi. Ça, pour certaines personnes, c'est très important de se sentir utile. Et c'est vrai que parfois, la dépression peut s'installer aussi quand justement on se sent inutile. Donc, c'est vrai qu'avoir des activités, bah, je sais pas, aller dans des associations, faire de l'aide aux devoirs, ou même, voilà, jouer avec ses petits-enfants et les garder et passer du temps avec eux. Tout ça, sont des choses qui font se sentir là aussi, qui se font se sentir vivant, qui font aussi qu'on a des sujets de conversation et qu'on a des choses à raconter, aux autres et ça entretient le lien et cetera. L'activité physique régulière aussi, alors là, c'est plus, je vais dire, c'est plus chimique. C'est-à-dire que, bien sûr que pratiquer un sport, une activité, alors un sport, parce que tout de suite, on se dit un sport, oh là là, mon Dieu, je vais pas m'inscrire dans une salle, j'ai pas envie de. Mais une activité physique régulière, c'est aller marcher dans la forêt ou le long de la plage si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer. Ça peut être voilà, aller au musée à pied, enfin, ça peut être faire des balades en vélo. C'est pas forcément, aller avoir une, une activité sportive, mais une activité physique. Et alors pourquoi c'est important? Parce qu'on s'est aperçu que quand on pratiquait une activité, quand on faisait bouger son corps, il y avait des choses qui se passaient dans le cerveau et notamment la sécrétion de sérotonine. C'est-à-dire que ben, quand on va marcher, par exemple, au bout d'une demi-heure, eh bien, le cerveau sécrète de la sérotonine, donc ça fait du bien et enfin, ça ne permet pas d'éviter la dépression, mais ça aide à se sentir mieux et voilà. Ensuite, ce qui peut être important aussi, c'est de porter un soin particulier à ces 5 sens. Pourquoi? Parce que c'est les 5 sens, c'est ce qui nous permet d'être en lien avec le monde et avec les autres. C'est-à-dire, hein, les 5 sens, je vous rappelle, hein, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue. Ces 5 sens. Et c'est ce qui permet donc d'être en lien avec le monde et avec les autres. Et c'est vrai que si l'un d'entre eux baisse, eh bien, le risque, c'est de s'isoler plus. Euh, et on le voit bien chez les plus de 65-70 ans, les personnes qui ne sont pas appareillées, par exemple, qui deviennent malentendantes et qui ne s'appareillent pas, eh bien, progressivement s'isolent. C'est-à-dire que même dans les réunions familiales, eh bien, les personnes n'entendent plus, ne distinguent plus forcément les paroles des uns et des autres et donc se mettent de plus en plus en retrait. Donc c'est vraiment important en fait d'être attentif à ça, de continuer à bien entendre, à bien voir aussi, parce que ça participe aussi de cette ouverture sur le monde. Et puis le goût.
le goût, c'est important, l'odorat, sentir des parfums qui vous font plaisir, qui vous permettent aussi de vous rappeler d'un certain nombre de choses, qui vont faire en sorte que la mémoire va être sollicitée, etc. C'est un facteur qui va vous protéger aussi, qui va favoriser une qualité de vie et donc vous protéger des risques de dépression. Encore une fois, c'est pas du tout magique et ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais déprimé si vous faites attention à vos 5 sens, mais tout de même, ça aide. De la même façon, on voit bien aussi que combien le toucher est important. Le toucher, voilà, ça fait partie et ô combien du lien qu'on peut avoir avec les autres, avec les personnes qu'on aime. Et on sait que chez les personnes âgées, dépendantes notamment, eh bien, ce dont elles souffrent souvent le plus, c'est de ne jamais être touchées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont de nouveau, on prend la main, on fait une petite caresse, on fait des massages, etc., eh bien, quelque chose, en fait, se revit, se réépanouit, redevient vivant chez elles. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit peu le tour de la dépression, des symptômes en fait qui peuvent vous alerter, de ce à quoi il faut faire attention, etc. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir vos micros si vous en êtes d'accord et de me poser des questions ou de me faire part de vos témoignages, de vos remarques, etc. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Je vais clôturer, puis après on pourra ouvrir les micros. Donc comme d'habitude à l'écran, vous avez le questionnaire de satisfaction que je vais également vous mettre dans le chat. Donc hop, voilà, là c'est chose faite dans peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours sur ce que vous avez pensé de la conférence. Oups. Et nous dire voilà aussi si vous avez des idées de nouvelles thématiques qu'on pourrait aborder. Donc on sera ravis de recevoir vos suggestions. Vous avez du coup sur la gauche de votre écran le lien vers la chaîne Movadom, la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver les replays des différentes conférences. Ça prend toujours quelques jours à arriver, mais en tout cas ils arrivent et vous pourrez les partager si vous le souhaitez ou les revisionner. Et à droite, du coup, le livre audio et le podcast Ça déménage de Isabelle Palassin, du coup, que vous avez à l'écran avec nous, et Gwendoline Cotrez, que vous connaissez aussi, donc qui traite du coup du déménagement des seniors. Hop. Vous avez du coup tous les contacts et liens utiles. Le http movadom.ivanbright.com, c'est le lien pour vous inscrire aux futures visios. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les visios du début d'année 2024. On sera ravis de vous accueillir à nouveau. Et on remercie à nouveau du coup nos financeurs que sont le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Merci à tous.